Oui, l'œuvre sort plus belle d'une forme au travail rebelle, vers marbre, onyx, émail. Point de contrainte fausse, mais que pour marcher droit tu chausses, muse, un cothurne étroit. Fille du rythme commode, comme un soulier trop grand, du mode que tout pied quitte et prend. Statuaire, repousse l'argile que pétrit le pouce, quand flotte ailleurs l'esprit. Lutte avec le carrare, avec le paros dur et rare, gardien du contour pur. Empreinte à Syracuse, son bronze où fermement s'accuse le trait fier et charmant. D'une main délicate poursuit dans un filon d'agate le profil d'Apollon. Peintre, fuis l'aquarelle et fixe la couleur trop frêle au four de l'émailleur. Fais les sirènes bleues tordant de cent façons leur queue, les monstres des blasons. Dans son nimbe trilobe, la Vierge et son Jésus, le globe avec la croix dessus. Tout passe, l'art robuste seul à l'éternité, le buste survit à la cité, et la médaille austère que trouve un laboureur sous terre révèle un empereur. Les dieux eux-mêmes meurent, mais les vers souverains demeurent plus forts que les airains. Sculpte l'hymne cisèle, que ton rêve flottant se scelle dans le bloc résistant. Salutations, chers auditeurs. Aujourd'hui, allons-nous traiter de l'art de Théophile Gautier. J'ai pour habitude, lorsque je prépare mes vidéos, de constituer au préalable un texte que je lis dans le but de vous garantir une élocution fluide et agréable. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me montrer un peu plus honnête, vais-je dire, un petit peu plus naturel, en improvisant. Nous allons donc parler aujourd'hui d'un poème qui traite de l'art, et plus précisément d'un poème qui développe une conception artistique parnassienne. Il faut entendre par parnassien la conception poétique et plus largement artistique qui découle du mouvement intellectuel et poétique du XIXe siècle en France, appelé le Parnasse contemporain, dont Théophile Gautier fut sans conteste la grande figure de proue. C'est un mouvement qui avait pour principe de voir l'art comme une chose définie au-delà de son utilité. L'art ne doit pas être utile, l'art doit être simplement une belle chose, l'art doit être également parfait, et ils avaient pour modèle l'expression artistique grecque et romaine de l'Antiquité. C'est pour cette raison, du reste, que nous pourrons constater dans le poème de Théophile Gautier de nombreuses allusions à l'art antique et plus particulièrement à l'art grec. Nous y reviendrons en temps voulu. Concernant l'analyse purement métrique, nous essaierons d'aller un peu plus vite que de coutume ici, car nous essaierons de nous focaliser davantage sur la rhétorique, les différentes figures de style présentes au sein du poème. Il s'agit d'un poème assez long, constitué de 14 quatrains, chaque quatrain étant composé de 2 hexasyllabes, suivi d'un dissyllabe et achevé par un nouvel hexasyllabe. Nous pourrons constater que ce choix métrique de Théophile Gautier sera exploré lors de notre analyse et pourra souvent satisfaire les enjeux rhétoriques que nous pourrons constater au sein du poème. Nous procéderons ainsi quatrain par quatrain afin de relever toutes les subtilités de l'écriture de Théophile Gautier. Nous commençons donc par le premier quatrain. Oui, l'œuvre sort plus belle d'une forme au travail rebelle, vers marbre, onyx, émail. Alors, nous essaierons de relever bien sûr la plupart des figures de style et procédés rhétoriques observables au sein du poème, mais nous ne relèverons pas tout. Nous allons simplement nous arrêter sur les caractères les plus saillants et significatifs. Donc, dans le premier quatrain, nous pouvons déjà observer une forme de jeu antithétique. Nous avons « oui, l'œuvre sort plus belle »
et au troisième vers le mot rebelle, l'adjectif ici relativement métaphorique associé au travail. Nous avons ici l'association du beau et du caractère rebelle. Cela constitue évidemment une expression antithétique dans la mesure où le beau représente l'harmonie plus largement, tandis que l'aspect rebelle représente le chaos, le désordre. Cela est d'autant plus marqué que nous pouvons constater que le mot rebelle est ici isolé quant à la réalité métrique, dans la mesure où celui-ci constitue le dissyllabe, qui crée un contraste avec les trois hexasyllabes. Le but de Théophile Gautier ici est de dire que l'œuvre sort plus belle d'un travail rebelle, d'une forme au travail rebelle. C'est-à-dire que l'on entend par travail rebelle le fait que le travail soit difficile, le travail requiert un certain acharnement. Et nous avons ensuite l'énumération verre, marbre, onyx, émail. Il y a ici un jeu métonymique assez évident. Les éléments que l'on voit là sont en fait les matériaux travaillés dans chaque domaine artistique que vise Théophile Gautier. Le verre représente la poésie, le marbre la sculpture, l'onyx et l'émail les différents travaux d'ornement. L'on constate donc au sein de ce premier quatrain cette première expression artistique, selon Théophile Gautier. L'art requiert quelque abnégation, l'art demande une application certaine, on parle de ce travail rebelle, un travail difficile, et l'énumération qui suit, au quatrième vers, introduit déjà ces différentes allusions à l'art antique, au travail de l'artisan, de l'orfèvre. Point de contrainte fausse, mais que pour marcher droit tu chausses muse un cothurne étroit. Donc ici, l'on a plusieurs caractères intéressants. L'on a, de façon plus évidente, l'apostrophe de la muse. Gautier s'en remet à la muse, qui est cette expression de l'art, cette inspiration poétique, et l'on la personnifie avec le dissyllabe tu chausses. On dit que la muse chausse, et l'on va construire ici donc cette métaphore de la chaussure, du cothurne pour être plus exact. Alors c'est ici un moyen pour Théophile Gautier à nouveau de présenter une allusion à l'expression antique grecque majoritairement. Le cothurne était une sandale que les acteurs grecs portaient au théâtre durant l'Antiquité. Tout le principe, toute l'idée de ce quatrain est de relever le fait que pour marcher droit, cette muse, qui est cette expression poétique parfaite, cette inspiration éthérée, eh bien doit chausser un cothurne étroit. Cela implique donc, métaphoriquement, que l'art n'est pas cette chaussure assez spacieuse dans laquelle on peut facilement y mettre le pied et marcher avec aisance. Cela appuie la première idée développée au premier quatrain, qui est de dire que l'art est quelque chose de difficile, qui demande une application, des sacrifices, et que cela comporte des contraintes désagréables, et non des contraintes fausses, fille du rythme commode, comme un soulier trop grand, du mode que tout pied quitté prend. Nous avons ici l'expression inverse par rapport au deuxième quatrain. On ne parle plus ici d'une chaussure trop étroite, justement c'est l'inverse, on parle d'une chaussure trop grande, d'un soulier trop grand. On poursuit donc avec cette métaphore du soulier. Et donc l'on parle du pied qui quitte et prend cette chaussure comme bon lui semble. Le pied ici, par un jeu synecdotique, représente l'individu qui s'essaye à l'art et qui donc peut chausser vraisemblablement comme il le souhaite cette chaussure, qui est ce que Théophile Gautier n'admet pas. Car selon lui, l'art n'est pas justement quelque chose qui est fait pour tous, à n'importe quel moment. L'art, parce qu'il demande une application, parce qu'il demande un sacrifice, un don de soi, n'est pas une chose que l'on peut chausser, par cette métaphore du soulier, si facilement, prendre et quitter comme bon nous semble. Et nous avons cette première interjection ici, fille du rythme commode, avec ensuite cette comparaison comme un soulier trop grand. C'est sur cette comparaison que se construit cette métaphore qui se prolonge par rapport à ce que nous avions vu précédemment. Statuaire repousse l'argile que pétrit le pouce quand flotte ailleurs l'esprit. Les 4 quatrains qui suivront seront toujours fondés sur une injonction. On voit ici que la première injonction est repousse,
et elles s'adressent toutes au statuaire qui est interpellé par une nouvelle apostrophe, plus directe et plus évidente que la précédente avec la muse, qui interpellait à cet instant une entité abstraite. Nous avons ici quelque chose de plus concret, on interpelle le statuaire. Et Théophile Gautier lui enjoint de repousser l'argile que pétrit le pouce quand flotte ailleurs l'esprit. Alors le pouce ici, par un nouveau jeu synecdotique, représente le statuaire lui-même qui travaille l'argile. Mais Théophile Gautier lui dit de repousser cette argile qu'il pétrit. Quand flotte ailleurs l'esprit, nous avons ici une métaphore de l'esprit flottant pour exprimer l'esprit qui vagabonde, qui est ailleurs, qui n'est donc pas appliqué, comme on l'a vu tout à l'heure. Et à cet instant, le statuaire doit repousser ce qu'il travaille, car il n'est pas suffisamment appliqué dans ce qu'il fait. Lutte avec le carrare, avec le paros dur et rare, gardien du contour pur, nous avons une nouvelle injonction, lutte, qui va constituer une métaphore de la lutte et du combat, avec ce qui va suivre. On parle du Carrare et du Paros. Alors le Carrare est une ville en Italie, et le Paros est une île dans les Cyclades. Le Carrare et le Paros ici représentent le marbre issu de ces milieux. Donc le marbre issu de la ville de Carrare et le marbre issu de l'île de Paros. C'est ici une métonymie, une double métonymie, qui plutôt que de désigner le marbre directement, désigne le lieu d'où le marbre est issu. Cela a pour but ici à nouveau d'ancrer le poème dans cette expression de l'art antique, car ces deux villes sont représentatives de l'art grec et romain, le Carrare et Paros. Et l'on a aussi un jeu ici sur une allitération, on a cette répétition du R, le Carrare, le Paros, dur et rare, pour insister sur tous ces mots qui ont une importance. Et la métaphore finale, au dernier vers, gardien du contour pur, le Carrare et le Paros sont dits gardiens du contour pur, et le contour pur, une fois de plus métaphoriquement, représente les belles finitions, le bel ornement. Empreinte à Syracuse, son bronze au fermement s'accuse, le trait fier et charmant. Il y a ici une nouvelle injonction, on dit d'emprunter à Syracuse, Syracuse qui à nouveau par métonymie représente cet art grec, ces milieux de l'art grec. Son bronze par une nouvelle métonymie représente la statue de bronze, la statue en bronze, cette œuvre d'art en soi, où fermement s'accuse le trait fier et charmant, le trait s'accuse ici par une personnification, et il est aussi métaphoriquement fier et charmant par une double épithète métaphorique. On a même presque ici un jeu antithétique, dans la mesure où ce qui est fier en général s'oppose quelque peu à ce qui est charmant. Le charmant, c'est l'élégance, c'est la finesse. Lorsque l'on est fier, c'est une expression plus brute, moins charmante, justement moins élégante. Cela a pour but ici de dire que l'art est à la fois quelque chose de puissant, de fort, qui s'assume, qui s'impose, mais cela implique aussi quelque élégance, quelque expression sophistiquée. D'une main délicate poursuit dans un filon d'agate le profil d'Apollon. Nous avons donc ici la dernière injonction qui est faite au statuaire. D'une main délicate, nous avons cette nouvelle épithète métaphorique. La main est dite délicate pour exprimer la délicatesse et la finesse du trait. Poursuit dans un filon d'agate. Alors, le filon d'agate, c'est une veine qui peut être perçue dans cette pierre précieuse qu'est l'agate et qui crée un contraste souvent avec le reste de la pierre. Cette expression relève à nouveau le caractère précis, le caractère fin de l'artiste dans ce qu'il fait, dans son application. Et nous avons cette dernière métaphore, le profil d'Apollon. Il y a ici une allusion à la mythologie grecque, Apollon qui est cette représentation de la perfection artistique, de la beauté. L'on va interpeller ici un nouvel individu, le peintre. Peintre fuit l'aquarelle et fixe la couleur trop frêle au four de l'émailleur. Gautier ici enjoint au peintre de fuir l'aquarelle et de fixer la couleur trop frêle au four de l'émailleur. Alors la couleur est dite trop frêle par une épithète métaphorique assez excessive et plutôt expressive. Au four de l'émailleur, c'est à nouveau une métaphore. Le four de l'émailleur représente cet espace dans lequel l'émail est chauffé et devient dur, et par cela finit par devenir presque éternel. Gautier ici relève le caractère fragile de l'aquarelle, ce qui s'oppose à sa conception de l'art.
qui doit être fort, puissant et presque éternel. Fait les sirènes bleues, tordant de 100 façons leur queue, les monstres des blasons. Nous avons ici une nouvelle injonction, fait les sirènes bleues. Le quatrain qui est ici repose sur des images, beaucoup d'expressions. On parle de sirènes bleues et des monstres des blasons. Les monstres ici représentent les créatures héraldiques que l'on trouve donc sur les armoiries. Elles sont dites monstres. On a ici un nouveau jeu métaphorique. Et l'expression tordant de 100 façons leur queue est une expression hyperbolique pour relever la multiplicité des expressions, la pluralité des coups de trait que peut donner le peintre pour parvenir à un résultat. Cela évoque la complexité de l'imagination artistique et son étendue, presque incommensurable. Dans son nimbe trilobe, la Vierge et son Jésus, le globe avec la croix dessus. Nous avons ici un quatrain particulier qui repose sur une parataxe, un quatrain complètement averbal. Vous constatez qu'il n'y a pas le moindre verbe. L'on s'intéresse ici davantage aux images, non à l'action. L'on parle du nimbe trilobe. Le nimbe, c'est donc l'auréole, et l'épithète trilobe révèle ici la Trinité. La Vierge et son Jésus, le globe. Alors le globe peut représenter la terre et par métonymie la domination du Christ et voire même de Dieu sur cette terre. Et avec la croix dessus, appuie sur cette domination, cette force, cet empire qu'exerce le divin sur terre. Tout passe, l'art robuste, seul à l'éternité, le buste survit à la cité. On a ici ce jeu antithétique, tout passe, l'art robuste, on oppose la robustesse de l'art avec ce qui passe, l'individu en l'occurrence, et on dit que cet art robuste, seul à l'éternité. On insiste sur cette force de l'art, sur cet aspect robuste. Le buste survit à la cité. Le buste ici, par un nouveau jeu métonymique, représente l'œuvre d'art en soi. Théophile dit du buste qu'il survit à la cité. Le buste ici est personnifié par ce verbe. On dit qu'il survit, ce qui implique qu'il aurait en lui une vie propre. Cela constituerait un être. À la cité, et la cité ici, par métonymie, représente à nouveau l'ensemble des citoyens qui constituent cette cité. Cela a pour but de s'intéresser au caractère mortel de la cité, puisque l'on parle des hommes, et non de la cité en elle-même comme expression beaucoup plus abstraite. Et cela appuie cette idée que l'art, lui, survit, ses statuts demeurent alors que les hommes passent et s'étiolent dans le temps. Et la médaille austère que trouve un laboureur sous terre révèle un empereur. Alors, la médaille austère, ici, nous avons cette épithète métaphorique associée à la médaille. Elle est dite austère pour relever le caractère grave et sérieux que représente cette médaille. Que trouve un laboureur sous terre révèle un empereur. On a ici un contraste intéressant qui joue sur une antithèse. On parle de ce laboureur qui représente le dénuement, la pauvreté, et l'empereur qui lui représente la gloire, la force, la puissance. Et cette médaille a cette capacité de révéler un empereur, on la personnifie presque ici, ce qui relève le caractère à nouveau éternel de la médaille. Elle traverse le temps et elle a cette capacité même à révéler des empereurs décédés, disparus depuis longtemps, car elle survit au passage de ce temps qui ravage tout le reste. Les dieux eux-mêmes meurent, mais les vers souverains demeurent plus forts que les airains. Alors vous constatez ici ce paradoxe, les dieux eux-mêmes meurent, cela frappe immédiatement, c'est quelque chose qui choque la représentation que l'on a d'un dieu qui en principe ne meurt pas. Ici les dieux sont dits mourants, expirant eux-mêmes, et ce paradoxe se construit sur un jeu hyperbolique. Le but est d'exagérer l'expression, le trait, pour assurer ce qui va suivre, mais les vers souverains demeurent plus forts que les airains, les vers eux demeurent, et encore plus forts, dit-on, que les airains. Alors, l'airain, c'est un bronze, c'est un alliage d'étain et de cuivre qui est particulièrement connu pour sa robustesse, sa force, son caractère durable. Cela a d'ailleurs donné par extension dans le langage une âme ou un caractère d'airain pour relever l'aspect fort de l'individu, indomptable et indéfectible. Et les airains ici aussi peuvent représenter à nouveau les œuvres d'art en elles-mêmes, les œuvres faites de bronze
qui sont encore moins fortes finalement, moins durables que ce verre, que les verres. Ici, Théophile Gautier quitte cette métaphore de la sculpture, revient plus directement sur le verre et le qualifie presque d'immortel, de plus fort encore que ces sculptures. Et l'on achève le poème avec le quatrain: sculpte, lime, cisèle, que ton rêve flottant se scelle dans le bloc résistant. Nous avons cette suite de 3 injonctions, sculpte, lime, cisèle, qui constitue une nouvelle allusion au travail de l'artisan, au travail de l'orfèvre. Que ton rêve flottant, le rêve est dit flottant ici par métaphore, le rêve implique une forme de divagation, un esprit qui est ailleurs. Ce rêve est flottant car il n'est pas durable, c'est quelque chose que l'on fantasme. Dans le bloc résistant, et bien précisément, ce fantasme artistique peut se sceller, métaphoriquement, dans ce bloc résistant pour le rendre immortel, inaltérable, absolument indéfectible par le travail artistique.